Viviane Durand, bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de Mon Bébé. Vous êtes, Viviane, puéricultrice à domicile dans le 20e arrondissement à Paris. Vous êtes rattachée à la protection maternelle et infantile, autrement dit la PMI, au sein de la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé. Alors, tout d'abord, je voudrais vous demander un petit peu ce que c'est que cet organisme, la PMI, ce qu'elle est, et puis ce que sont ses missions d'une manière générale. Donc, comme vous l'avez dit, au sein de la DAZES, de la Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé, qui est une des directions de la ville de Paris, mais qu'on le retrouve dans tous les départements sous une autre formulation, il y a pour cette direction différents objectifs, et entre autres l'obligation donc d'organiser la protection maternelle et infantile. C'est une obligation légale pour les départements et donc de la DAZES de l'organiser sur le terrain. D'accord. Donc la protection maternelle et infantile doit organiser des consultations dans des centres de consultation pour le suivi médical des enfants jusqu'à 6 ans. Oui. D'accord. D'organiser également des groupes, des activités psychosociales dans ces consultations pour que les enfants et leurs parents se retrouvent autour de professionnels. Elle organise donc la PMI d'une manière générale donc ces consultations. Elle organise également par l'intermédiaire donc des puéricultrices de secteur, des puéricultrices à domicile, des visites à domicile. Des visites à domicile. À proposer aux familles. D'accord. Donc en fait, ça se passe de deux manières, ou bien en centre. Voilà, où les gens viennent avec leurs enfants. Avec l'enfant, ou la démarche inverse, des puéricultrices qui venez, qui proposent une visite à domicile. Qui proposaient donc des visites à domicile aux parents qui en font la demande. Comment ça se passe? Alors les parents peuvent en faire la demande, bien sûr. Ils sont informés en général au cours de la grossesse par les services sociaux de l'existence d'une puéricultrice et d'une assistante sociale d'ailleurs sur leur quartier, et qui peuvent répondre à leurs questions. Donc soit avec cette information, les familles font appel directement, soit nous avons des informations concernant l'arrivée d'un bébé par les maternités, par les services de pédiatrie, si les enfants ont eu besoin d'être hospitalisés dans les services de pédiatrie ou de néonatologie. Par les assistantes sociales qui peuvent avoir connaissance également de la naissance d'un enfant dans une famille et qui connaissent ces familles qui seraient susceptibles d'avoir des questions ou certaines difficultés. Les autres moyens d'accès aux puéricultrices de secteur, c'est par les mairies d'arrondissement qui peuvent aussi donner les coordonnées des services. À ce moment-là, les gens font la démarche. Donc nous, quand on a l'information des naissances, nous avons certains critères qui sont posés d'ailleurs par le médecin-chef de la PMI, puisqu'il y a la PMI, elle est disons, à sa tête, il y a un médecin-chef sur Paris, par exemple, ou sur tous les autres départements aussi. Et ensuite, vous avez des médecins responsables sur chaque arrondissement des pédiatres, d'accord, qui sont nos chefs de service, finalement. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Et donc, les critères sont établis auparavant. Il est vrai que parfois, on peut voir tous les premiers enfants proposer une visite à domicile, ce qui n'est pas toujours possible. Donc, il y a certains critères, par exemple, une maman qui est mineure, une maman qui a plus de 40 ans, des jumeaux, ou un enfant qui a fait un séjour en néonatologie. On a un certain nombre de critères. Alors, néanmoins, tous les enfants, tous les jeunes enfants, tous les parents ont le droit de bénéficier du soutien d'une puéricultrice à domicile. Néanmoins, vous-même, lorsque vous ne proposez pas systématiquement vos services à tous les parents. Voilà, c'est ça. Donc vous avez des critères. Voilà. Vous me disiez donc des critères lorsqu'il y a une grossesse pathologique, préférentiellement, donc vous prenez contact avec les parents. Lorsqu'il y a un problème à la naissance, lorsqu'un enfant se retrouve en néonatologie, en hospitalier, là ce sont des cas, n'est-ce pas, où on devance la demande. Voilà, vous devancez la demande et vous proposez. Et on propose une visite à domicile. Voilà. Pour évaluer avec la maman son niveau d'inquiétude, évaluer avec elle qu'est-ce que ça a pu aussi susciter, parfois une séparation à la naissance, les questions également d'ordre habituel concernant l'hygiène, l'alimentation, l'éveil de son enfant.
Et puis on a aussi un certain nombre de mamans qui font appel directement, qui avec les informations qu'elles ont eues pendant la grossesse, appellent le service pour avoir la visite d'une puéricultrice à domicile pour répondre aux questions qu'elles se posent autour de son bébé. Et donc votre métier, vous, en tant que puéricultrice à domicile, comment vous le définiriez, définiriez-vous c'est-à-dire que lorsque vous allez donc en visite, quels sont les principaux, si vous voulez, soucis, les principaux domaines dans lesquels vous pouvez donc intervenir pour apporter votre soutien? Donc on va proposer, on va faire un petit peu le chemin. Donc nous on a les informations concernant ce bébé, le nom de ses parents, l'adresse, le numéro de téléphone, éventuellement l'âge de la maman, leur profession si ça apparaît quelque part, si on nous transmet, la date de naissance du bébé, son âge, son poids de naissance, son terme, enfin des critères qui apparaissent soit au niveau des certificats de santé du 8e jour, soit qui apparaissent à la maternité. D'accord. Je précise que nous sommes bien évidemment soumis au secret professionnel. Ah, c'est important. Donc avec ces renseignements, nous allons proposer une visite, on envoie une plaquette avec un détail un petit peu de ce qu'on peut apporter comme service et une date de rendez-vous. C'est une bonne méthode, ça? C'en est une en tout cas, ça mérite d'exister. Oui, et c'est pas un peu intrusif? De notre point de vue, le fait d'envoyer un rendez-vous peut paraître intrusif. En même temps, nous pensons que peut-être à ce moment de la naissance, la maman est quand même assez, et le papa, assez préoccupé et ému de l'arrivée de ce bébé, et que demander de l'aide à l'extérieur, c'est peut-être pas facile. On est supposé savoir. C'est pas une démarche évidente. De prendre l'initiative de demander de l'aide, surtout qu'on ne sait pas forcément qu'elle existe. Voilà, on ne sait pas forcément la qualification des gens. C'est vrai que nous sommes assez méconnus, donc il n'y a pas une démarche forcément... Je saurais davantage. Voilà. Une démarche évidente de la part des familles de faire appel à l'extérieur, en tout cas à ce moment-là. Donc on précède un petit peu cette demande. Bien évidemment, il n'y a rien d'obligatoire. Les parents peuvent très très bien annuler le rendez-vous, le reporter à une date ultérieure, n'en avoir pas besoin immédiatement et en avoir besoin après. Bien évidemment, c'est une proposition de service, voilà, et elle est acceptée ou refusée. Il n'y a aucune obligation. Et ces services sont gratuits. C'est un service public gratuit puisque la protection maternelle infantile est par essence gratuite dans les départements, ce qui permet un suivi médico-psychosocial des enfants. D'accord. Voilà, donc vous avez ces informations relatives à la naissance d'un enfant dans un foyer. Donc vous me disiez, donc on reprend, où je vous avais interrompu, vous me disiez que vous preniez contact donc avec la maman, avec les parents en tout cas. Voilà, en tout cas dans la plupart des cas, nous pouvons rencontrer ces mamans. Nous arrivons au domicile, la maman est seule avec son enfant, ou le papa est là également, ou un autre membre de la famille, ou une copine, enfin bon, en général on est très très bien reçus. Et donc on va pouvoir écouter en tout cas la maman dans ses préoccupations par rapport à son bébé. De l'écoute, ça. Écoute. En écoutant, on va assez rapidement voir où se situent en tout cas les premières difficultés s'il y en a, ou les premiers soucis, les premières questions. Les inquiétudes. Voilà, enfin, quelque chose de très très normal. Normal, oui. Très logique et très normal. Donc on va essayer dans un premier temps de serrer un peu les problèmes, parce que c'est vrai qu'on demande beaucoup aux parents la naissance d'un bébé. On leur demande déjà de penser à s'en séparer alors qu'ils viennent de l'avoir. Je pense au mode de garde, etc. Donc il va falloir serrer un petit peu les problèmes. S'il y a une grosse difficulté autour de l'alimentation, il faut peut-être accepter de parler pendant 1 heure de l'alimentation et puis de proposer de revenir plus tard pour parler d'autre chose. C'est vrai, quand on est envahi d'informations, on ne peut plus non plus forcément s'en servir. C'est une manière de poser les choses, parce que bon, lorsqu'on est jeune maman ou jeune papa, donc on est confronté à tout en même temps, tous les soucis en même temps, et donc c'est une manière un peu de vous poser un peu les choses, une chose après l'autre, avec un petit peu de temps entre chaque préoccupation. C'est-à-dire, bon, l'arrivée d'un bébé est toujours énormément émouvante pour les parents, et qu'effectivement d'avoir quelqu'un comme ça qui vient de l'extérieur, dont les compétences légitiment sa venue, qui n'est pas dans l'affectif par rapport à la venue de ce bébé, peut
essayer de tempérer les choses pour essayer finalement de voir que ce qui se passe, ça ne doit pas être envahissant, que c'est des problèmes d'alimentation, de sommeil, de bébé qui boit bien, qui boit mal, qui régurgite pas. Bon, de poser un peu les choses et de relativiser, parce que parfois maman ou un papa va me dire mais il dort pas de la nuit, il dort pas de la journée, c'est un enfant qui dort pas. C'est vrai qu'en examinant de près un peu le rythme de l'enfant, en disant à quel moment il se réveille, à quel moment il se rendort, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il dort 5 minutes, qu'il se réveille mais qu'il se rendort, qu'il est dans un demi-sommeil. Et finalement au bout du compte, on se rend compte que l'enfant dort, mais qu'il dort peut-être de façon un petit peu... Pas comme un adulte. Voilà, il n'a pas de grande plage où il se réveille, etc. Et puis il y a un pleur, et puis comment ça se fait qu'il n'est pas détendu, enfin bon, des choses très 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 banales. Et le fait d'avoir comme ça une distance affective par rapport à l'événement très important qui est là, en tout cas dans un premier temps peut, je crois, j'en suis persuadée, peut tempérer et peut faire en sorte que la maman, le papa retrouvent vraiment le plaisir de la naissance et de l'arrivée de ce bébé. Vous me disiez, vous êtes un regard extérieur, distant, néanmoins vous êtes très impliqué, vous avez notamment une qualité d'écoute, une très grande qualité d'écoute, c'est-à-dire que chaque famille, chaque foyer chez lequel vous prenez rendez-vous est un cas, vraiment un cas particulier. Tout à fait. Vous lui accordez une importance et une écoute spécifique. Faites très attention, c'est-à-dire que vous n'êtes pas, vous n'avez pas un regard, les règles que vous prescrivez pas de règles. Vous ne prescrivez pas de règles, c'est plutôt... Sauf certaines, il y en a. Évidentes, oui. Évidentes, bon. Mais ce sont plutôt des conseils adaptés aux situations très particulières. Oui, on peut prendre par exemple l'allaitement maternel. Une maman qui allaite, une autre maman qui allaite, ça n'a rien à voir. Bon, déjà, une maman qui donne le biberon et une maman qui donne le biberon n'a rien à voir. L'allaitement maternel, c'est plus évident encore. Le niveau de la lactation n'est pas le même. Le bébé ne boit pas de la même manière. Donc, c'est vrai que ces conseils qu'on va donner là, à ce moment-là, qui seront plus les mêmes peut-être 15 jours après, seront en adéquation, ou le plus possible en adéquation, avec ce que l'on ressent, ce que l'on observe et ce que l'on connaît. De cette situation. Donc on fait appel effectivement à notre expérience et puis à des théories. Voilà. Donc c'est vrai que c'est très personnalisé. C'est vrai que pendant la visite on est en écoute et en observation également, parce que le regard sur l'enfant, la façon dont le bébé va téter, va accrocher le regard de sa mère, c'est des éléments quand même qui sont très importants pour nous et qui vont nous permettre d'appréhender en tout cas, ou de serrer les problèmes rapidement. Et en cas de soucis de santé, est-ce que vous dispensez des soins ou prescrivez des traitements? Non, du tout. Donc nous on est infirmière puéricultrice, donc on ne prescrit pas. Si un problème de santé se révèle lors de la rencontre, que les parents évoquent un problème de santé par rapport à l'enfant, nous devons immédiatement orienter cette maman vers son pédiatre ou vers le service hospitalier qu'elle souhaite ou qui existe déjà pour cet enfant. Donc nous n'avons pas le droit de prescrire. De prescrire, par contre, vous pouvez montrer comment on administre des gouttes. Voilà, alors par contre, effectivement, s'il y a un traitement sur une ordonnance, on peut très bien, et c'est notre rôle de réexpliquer le traitement à la maman, de voir les modalités d'administration. Parce que les gouttes dans les oreilles sur un tout petit bébé, c'est pas forcément évident. Tout à fait, les gouttes dans le nez, les soins du nez, les gouttes dans les yeux, tout ça, c'est... Alors, c'est vrai que quand on va être parti, la maman elle va être seule ou le papa va être seul avec son bébé, donc doit pouvoir être efficace par rapport à ça. Donc c'est plutôt que dans la démonstration, on va plutôt accompagner le geste qu'on va suggérer à la maman ou au papa de faire. Vous comprenez la nuance? Oui, tout à fait. Pas faire à la place parce qu'on ne peut pas promettre quelque chose qu'on ne pourra pas tenir. Donc on est là 1 heure, on peut revenir. En tout cas, l'important c'est que les parents soient autonomes avec ce traitement-là. Et sinon, ça peut demander une explication, et parfois une démonstration. Il y a des soins qui effectivement
peuvent inquiéter une maman ou un papa, c'est pas évident. Soit une cordon, Le tout cordon, simple, oui, par exemple. ça peut être très très inquiétant, enfin, de voir ce cordon pour des parents, et c'est normal, c'est normal. Donc vous avez ce rôle quelque part un peu didactique vis-à-vis des parents, mais pas seulement. Il y a un certain nombre de concepts et de principes éducatifs que l'on doit prodiguer sur, par exemple, la prévention de la mort subite. C'est vrai que on ne peut pas dire à une maman que c'est bien de coucher son enfant sur le ventre si elle le couche spontanément sur le ventre. Mais bon, c'est pas nous qui le disons, c'est écrit dans le carnet de santé. Regardez dans le carnet de santé, ouvrez-le, il y a des pages roses avec des conseils tout à fait pertinents, qu'effectivement on ne dit pas forcément parce que c'est inséré entre deux pages de suivi, mais c'est tout à fait ce qu'on prodigue nous aussi à domicile, le couchage sur le dos, la température de la pièce. Alors je vais vous mettre en situation. Moi je couche ma petite fille qui a 7 mois. Je la couche sur le côté ou je la couche sur le dos parce que je sais qu'il ne faut pas la coucher sur le ventre, mais pendant son sommeil elle se retourne. Alors c'est tout à fait différent. Si un enfant est capable de se retourner tout seul du dos sur le ventre ou du ventre sur le dos, bien évidemment vous le laissez faire. C'est dans les premiers mois où l'enfant ne peut pas repousser les couvertures, ne peut pas se dégager de lui-même. Mais à partir du moment où il se retourne tout seul sur le ventre, vous lui fichez la paix. A priori d'ailleurs, il faut plutôt déconseiller, je crois, les couvertures avant un certain âge. Voilà, on pense qu'effectivement les couvertures c'est quand même ça a un poids et puis surtout ça dégage une chaleur sur l'enfant. Bébé il ne peut pas repousser les couvertures, s'il a un accès de fièvre, il ne pourra pas forcément se découvrir tout seul. Donc, et par ailleurs, il peut aussi glisser dans son lit la couverture sur la tête. Bon, faut pas non plus entretenir des fantasmes. Non, c'est important, mais bon, disons qu'on trouve aujourd'hui sur le marché des moyens de coucher son enfant dans des turbulettes, dans des gigoteuses, où il est très confortable, où tout le monde est tranquille. Il est reposé. Donc il y a ces choses-là sur le plan didactique. Il y a la reconstitution des biberons, c'est pas laissé à l'air du temps et à la puéricultrice, c'est des choses qui sont très précises. La stérilisation, si on stérilise encore, quand même les vaccins, l'explication du suivi médical, il y a des choses très très cadrées. Est-ce que vous vaccinez les... Non, du tout. Non, du tout. Non, ça se fait soit dans les centres de consultation, donc c'est une des missions. Dans les centres de consultation. Effectivement, voilà. Donc on vaccine. On vaccine, on suit les enfants sur le plan de leur développement psychomoteur, on les suit médicalement. Mais s'ils sont malades, effectivement, c'est le pédiatre de ville ou le médecin de ville qui s'occupera de l'enfant, puisque ce n'est pas la vocation des centres de consultation de soigner les enfants. Donc là, on a évoqué 3 ou 4 exemples entre 1000 de ce que une jeune maman ou en tout cas de jeunes parents peuvent attendre d'une puéricultrice à domicile, à savoir des conseils très didactiques sur les petits soins d'alimentation, de couchage, de lavage du bébé, mais vous avez aussi, je crois, une approche un peu plus, plus psychologique, on va dire. En fait, vous écoutez beaucoup ce que peut vous raconter une maman quant à ses angoisses, quant à ce qui peut se passer à la maison, au foyer. Oui. Effectivement, donc comme dans tout lien, dans toute relation humaine, et d'autant plus là au moment de la naissance, les mamans ou les papas peuvent avoir besoin de parler de choses un peu périphériques, on va dire. C'est assez peut-être personnel. Bon, pour moi en tout cas, il est certain qu'il est important d'écouter, d'entendre, mais aussi de poser un peu des limites, parce que on n'est pas compétente partout, on n'est pas compétente sur tout, et c'est vrai que si les problèmes en tout cas qui nous sont posés dépassent nos compétences, je crois que nous avons intérêt à vraiment orienter les gens vers les gens compétents, et nous de rester là à travers ce qui se passe par rapport au bébé. Alors c'est vrai que c'est très imbriqué.
Mais je crois qu'il faut être quand même assez vigilant. En parlant de compétences, excusez-moi, vous êtes au départ, vous êtes infirmière avec une année de spécialisation en puériculture. Voilà. Maintenant, lorsque vous parliez de phénomènes qui n'étaient pas vraiment de vos compétences ni de votre ressort, vous faisiez allusion à quoi? Vous m'avez parlé de soucis peut-être psychologiques, par exemple, ou alors par exemple lorsqu'il y a des difficultés intrafamiliales, ou bien, je ne sais pas, des couples ou des mamans en situation de précarité. Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter, vous, d'une part, et qu'est-ce que vous pouvez faire sinon ou par ailleurs? Alors on va commencer par exemple les mamans en grande précarité. C'est vrai que nous n'avons aucun moyen de les aider directement par rapport à leur précarité. En même temps, il faut évaluer si ça a une incidence ou pas sur la prise en charge de l'enfant au domicile. Parce que il faut rappeler quand même que il s'agit de la protection maternelle et infantile. Donc, si cette précarité influe sur la prise en charge du bébé, ce qui n'est pas toujours le cas. Non. Vous avez des gens en grande précarité qui se débrouillent très bien avec leur bébé. Donc, dans ce cas-là, effectivement, il va falloir qu'on oriente et qu'on trouve la bonne personne. Ça va être l'assistante sociale du quartier, du secteur où habite cette maman. Donc, de l'orienter vers cette assistante sociale si elle ne la connaît pas déjà. D'accord ? Et elle évaluera si elle peut, de son côté... Voilà. Donc effectivement, l'arrivée d'un bébé dans une